Salut! Привет, c'est Diana, ton professeur de russe. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où Alexandre va nous parler des avantages de la vie en Russie et il va comparer la vie en Russie à la vie en France. Alors Alexandre, est-ce que tu aimerais bien te présenter? Bonjour Alexandre, donc j'ai 40 ans et ça fait 10 ans que j'habite en Russie, à Moscou, où je travaille et fondé un petit cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement. Et avant, tu as vécu en France. Alors avant j'ai vécu en France, oui, j'ai vécu à Bordeaux, qui est une ville pendant 13 ans, qui est une ville du sud-ouest de la France, une ville que beaucoup de Français connaissent, parce que c'est là où on produit du vin rouge. Voilà, donc je suis parti en fait d'une petite ville provinciale française, parce que Bordeaux est une assez petite ville finalement, pour déménager en Russie dans une grande ville, une capitale, une très grosse ville, puisque maintenant Moscou, il y a, je crois, 14 millions d'habitants, 12-14 millions. Voilà, donc c'est plutôt, en plus du grand saut culturel et on va dire de l'habiter à l'étranger, même si je considère que maintenant la Russie est un peu chez moi, il y a en plus le passage difficile d'une petite ville de province française à la capitale russe, et donc un changement d'échelle en fait. Et comment tu t'es décidé? Comment tu as pris cette décision? Alors, la décision s'est prise pour plusieurs raisons. La toute première, c'est que mon père a travaillé en Russie en 2000. Et quand il est revenu, il m'a dit, tu vas voir, à l'époque j'étais étudiant en France, il m'a dit, tu vas voir la Russie, c'est super, ça va se développer, il y a plein d'avenir, un jour tu iras habiter en Russie et tu auras une femme russe. Et à l'époque je me suis dit, mais ça va pas, j'ai jamais habité en Russie, j'étais bien à Bordeaux, il faisait beau, il y avait du soleil, la lumière, Il y avait du vent. du très bon vin rouge, la mer pas loin. Donc j'envisageais pas totalement Moscou. Et puis peu à peu, j'ai pu voyager en Europe de l'Est, d'abord en Serbie, dans le monde orthodoxe, tout simplement, et le monde slave. Et puis ça m'a ouvert un peu plus sur la Russie. Et puis après, j'ai rencontré mon épouse, qui est russe de Bordeaux, qui est franco-russe, qui est russe, qui a vécu à Bordeaux comme moi. Et donc, on s'est décidé à finalement, elle finissait ses études, moi je travaillais près de Bordeaux, et on s'est décidé finalement à faire un reset, un redémarrage, un perezagouzka comme on dit en russe, et à déménager pour venir habiter et travailler en Russie. Donc en fait, moi j'ai déménagé, j'étais déjà vieux, j'avais 30 ans, et ma femme avait beaucoup moins. Donc voilà, c'était plutôt un choix personnel, avec plusieurs axes de motivation. La première, c'était les opportunités qui nous semblaient, sur le plan professionnel, possible d'obtenir en Russie, même si j'avais un bon travail en France. Euh, Ça semblait plus dynamique dans un pays des BRIC. Les BRICS, à l'époque, c'était avant la crise de 2008. La Russie était en très très forte croissance. Il y avait plein d'opportunités, beaucoup d'étrangers qui arrivaient, donc on a un peu saisi ce filon-là. On voulait s'insérer dans ce filon-là, très logiquement. Et puis bon, le guignette en russe, c'était plus logique d'aller dans son pays d'origine. Voilà. Donc l'objectif, c'était un peu celui-là. C'était aussi de déménager de France, et d'aller voir ce qui se passe dans un pays en forte croissance et un pays en pleine évolution. Voilà, pas un pays qui est déjà, on va dire, très stabilisé et plutôt en décroissance. Voilà. Et la troisième raison, c'était que on envisageait de fonder une famille et que voilà, ça nous semblait pour le coup paradoxalement intéressant de le faire en Russie, pour beaucoup de raisons, et notamment le fait que peut-être qu'en Russie, il y a, un peu comme en France, mais peut-être plus encore qu'en France, il y a une conception de la famille qui est forte. Il y a il y a un lien très fort entre les mamans et les enfants. Donc voilà, ça nous semblait être un bon pays pour en fait accélérer notre carrière professionnelle et puis s'installer, se sédentariser en fait pour développer et créer une famille. Voilà, c'est un peu les motivations principales. Euh, Avec aussi une sensation quand même que la région de Bordeaux est très belle, elle est très connue mondialement parce qu'il y a le vin, mais hormis ça, c'est vrai que le tourisme est très développé, mais il y a pas beaucoup de travail, il n'y a pas beaucoup d'industrie, il n'y a pas beaucoup de production, c'est pas une des zones les plus dynamiques de France. Donc on avait réfléchi à partir peut-être ailleurs en France, à Paris, mais la vie est vraiment très chère à Paris. Et puis il y a vraiment des points négatifs à Paris, je trouve. Alors que voilà, et donc finalement non, on a décidé l'étranger, Moscou, la Russie. Alors Moscou en Russie parce que c'est la ville la plus simple quand on arrive en étant étranger, je pense. C'est la ville qui a le plus d'opportunités économiques. Et puis voilà, donc on est assez content de ce choix, puisqu'en 10 ans, on a quand même vu que la situation a complètement évolué malgré les crises, malgré les sanctions, malgré tout ça. La ville évolue bien, les choses sont bien développées. Il y a quand même de grosses améliorations dans les infrastructures. On partait de loin, mais ça va beaucoup mieux. Il y a des parcs super qui ont vu le jour. Le métro est toujours super.
c'est un peu bruyant, mais il y a des nouveaux wagons maintenant. Donc voilà, il y a des très forts points positifs en Russie. Il y a des points très négatifs en Russie. Et puis il y a la même chose en France. On peut peut-être comparer. Je sais pas. C'est intéressant pour les gens qui nous regardent. Bien sûr, on va en parler un peu plus tard. Et quand tu venais d'arriver, quelle différence t'ont le plus sauté aux yeux? Alors, les différences fondamentales, je crois, quand on est français de Bordeaux, quand on arrive à Moscou, alors là, on va retomber un peu dans les clichés, Diana, je suis désolé. Effectivement, c'est l'hiver. Il fait pas très froid à Moscou, globalement, il fait rarement en dessous de moins 25. C'est vrai, Pas très... oui. Comme à Nice. Voilà, c'est ça. Il fait pas, donc voilà, c'est pas des froids comme on a en Sibérie avec moins 40, etc. Mais voilà, l'hiver est très long, il y a peu de lumière. Bah, d'ailleurs, là, on est dans une salle extrêmement éclairée. Vous voyez, on est presque début août. Il fait 25 degrés avec un ciel gris et bas. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment le premier hiver a été très agréable du point de vue waouh, c'est l'hiver russe, c'est plein de neige. On est parti dans le nord du pays, c'est magnifique. Mais là, c'est mon 10e. Ça commence à faire un peu long. Et Je comprends. je les supporte de moins en moins. Et ça, c'est marrant, c'est que vraiment le climat joue sur je pense, le moral, le manque de lumière. Je ne comprenais pas pourquoi les Russes allaient toujours se mettre au soleil à griller comme ça. Ah oui, passer les vacances à la Voilà, mer. c'est ça. Et maintenant, après 10 hivers russes, je comprends parfaitement les Russes, parce que je fais pareil. Donc, premier choc, ça a été sans doute ça, la taille de la ville, la profondeur du métro, la densité, l'énergie. Je veux dire, le fait de sortir le soir, il y a plein de gens dehors, il y a du monde, il n'y a pas d'insécurité. Ah, parce qu'on ne dort pas. Moscou ne dort pas, comme disait la super chanson. Et puis non, il y a du monde, il y a de l'effervescence. On sentait, on parle de 2008 avant la crise, on sentait une énergie incroyable dans la ville, on la sent encore beaucoup, hein. Et puis finalement, aussi cette sensation incroyable, c'est que on arrive quand même en Russie en sachant que les Russes sourient jamais. C'est pas vrai, d'ailleurs tu souris tout le temps. Mais c'est vrai qu'en fait on a l'impression, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai réentendu de beaucoup de la part de beaucoup d'étrangers qui ont visité la Russie au cours des dernières années, c'est que les, les, les Européens, les Français par exemple, avec qui je communique, qui viennent me voir ou qui viennent en Russie, disent mais les gens ont l'air finalement heureux, Moscou s'impète, on voit beaucoup de groupes de jeunes rire dans la rue. La vie est très dure en Russie, on va en parler. Mais globalement, il y a une mood, je sais pas comment, une mood, une astroïnie, une, euh, une humeur, Une humeur. une humeur, on va y aller, qui est positive dans le fond, parce que ben, globalement, les choses s'améliorent, malgré les crises. Donc, il y a des difficultés, mais globalement, si je compare Moscou, maintenant Moscou il y a 10 ans, par exemple, et c'est le cas pour quelques autres grosses villes de province que je connais, la situation s'est bien améliorée. Donc, je sais pas, voilà, je crois que les plus grosses différences, c'était le climat d'abord, la taille des choses, le fait que les gens répondent pas quand on leur parle dans la rue, ou tu te regardes pas dans les yeux quand tu leur parles, ou s'arrêtent pas pour te répondre. Ça, alors là, pour les Oui, ils Français. disent pas bonjour Ah ouais. sur le palier. Alors là, ah oui, alors les voisins. Alors moi, j'ai eu la chance que j'avais des voisins de ma génération. Donc, mon premier copain russe, mon tout premier copain russe est un Tcherkesse d'Adigé. Donc, à mon troisième soir en Russie, il m'a invité à manger des crevettes et boire de la vodka chez lui. Ils sont très accueillants, ouais. Donc, on est bien tombé là-dessus. Moi, les voisins étaient plutôt ouverts. C'était plutôt des gens de notre génération qui avaient la trentaine et un peu plus. Mais voilà, le fait que pour un Latin, pour une personne comme moi qui suis d'ADN français, on va dire, et du monde catholique latin, ben, c'est vrai que quand on parle dans la rue, on prend du temps, on se regarde dans les yeux, on se touche, on se parle, on est très. Ici, c'est plutôt on se croise, on se répond, on se pose une question, on ne se regarde pas, et zou. Ça, c'est un choc culturel énorme. Mais c'est avec les amis ou les personnes qui Non, sont non, non, dans la avec les gens rue? dans la rue qui vous posent des questions, qui te posent des questions. Je veux dire, vous savez où est la rue machin, ils te parlent, ils te regardent à peine, ils tracent, tu réponds. Il y a vaguement merci, mais il n'y a pas bonjour, mais ça va vite. Enfin, il y a peu de temps, en fait. C'est très. Donc ça, je pense que culturellement, c'est une grosse différence. Et puis bon, je pense que dans toutes les grosses villes, c'est pareil, il y a un manque de temps. Les gens manquent de temps à Moscou. Mais j'ai remarqué qu'à Paris, c'est moins dense. Ah oui, complètement. Et même les gens, ils marchent plus Ah oui. lentement comme ce. Moscou, c'est vrai que Paris fait. Quand on vit à Moscou et qu'on retourne à Paris, moi j'ai passé quelques années en Russie avant de repartir à Paris. Et quand je suis retourné la première fois, c'était. J'ai l'impression, je me dis, oh là là, il faut que je traverse la ville à pied. Ah bah oui, c'est fait. Petite ville en fait qu'on peut traverser à pied dans le centre. Et en fait, ça fait un grand village piéton avec des petites rues, des terrasses. Ça fait très beau, traditionnel, mais ça fait pas du tout grande ville en fait. Alors que traverser Moscou à pied,
bon courage, quoi. Ah, récemment, j'ai aussi promené à Moscou avec mes amis français qui venaient d'arriver. Et là, je Mhm. leur dis, là, on va marcher un peu jusqu'à un joli restaurant. On a marché environ une demi-heure. Là, ils disent, Diana, mais on marche déjà, on a déjà marché, traversé toute la ville. C'est ça, ah oui, complètement, ouais. Les dimensions, c'est différent pour nous. Les dimensions sont pas les mêmes. Bon, le pays est un peu plus grand que la France, 17 fois seulement, je crois. Mais c'est vrai que par exemple, à Moscou, les stations de métro sont éloignées en moyenne, je pense, c'est entre 2 et 3 kilomètres. Mhm. À Paris, c'est 300 mètres, c'est 10 fois moins. Donc, Oui, j'étais étonnée. elles sont tout près, tu as vu, donc tu fais des petits sauts de puce en métro comme ça, et voilà, le métro va pas très profond. Ici, c'est quand même très différent. Donc, les notions d'échelle sont très différentes sur les climatiques, logistiques, les infrastructures, très différentes. C'est le gros choc, c'était ça, je pense. Le premier gros choc. Ok. Et quand tu es arrivé en Russie, est-ce que tu parlais déjà le russe? Non, Diana, pas du tout. Je suis arrivé en Russie sans parler russe. Ce qui a été vraiment un gros problème, c'est d'apprendre la langue russe. Parce que c'est difficile, tout simplement, et que parce que les Français n'ont pas de talent pour les langues, contrairement aux Russes. Nous avons un système éducatif au niveau linguistique qui est vraiment d'une très grande faiblesse, et c'est une des faiblesses du pays pour se développer international, c'est que nous n'avons pas de gens qui parlent des langues étrangères. On parle mal anglais, on ne parle pas autre chose, on parle peu espagnol, on est très catastrophique. Et je pense qu'on est fondamentalement pas très doué pour les langues. Voilà. Donc non, j'ai fait 3 mois de cours à MGU, qui est une université russe, quelques heures par jour. Et puis après, j'ai pris quelques cours particuliers. Et malheureusement pour moi, comme j'ai toujours travaillé dans un environnement très français ou très international, ben, la langue, c'était plutôt l'anglais ou le français. Donc au début, j'ai beaucoup amélioré mon anglais en Russie. Et c'est un peu plus tard que le russe a commencé à s'implémenter. Mais bon, après 10 ans, ça va, Tu parles courant? je parle russe, maintenant je peux travailler en russe. Mais ça a été un gros effort. Et c'est marrant parce que la langue russe est une langue qui occupe beaucoup d'espace. Elle ressort prioritairement sur plein de langues. Je parlais pas trop mal le serbe, Mhm. et le russe a écrasé le serbe, il l'a enfin, il l'a effacé. C'est très profond en moi quelque part, mais ça a disparu. Maintenant, c'est le russe qui est partout. Donc c'est vraiment une langue qui occupe, qui est très prenante. Voilà, c'est une très belle langue. Et quelle était l'attitude des Russes envers toi quand tu venais d'arriver? Moi, j'ai toujours senti. Alors, je fais toujours un comparatif. Un jour, fallait que j'étais plus jeune, j'avais été en Australie et alors en Australie, c'était en 1996, donc je crois que c'était à l'époque où il y avait eu des essais nucléaires de la France dans la zone là-bas, donc on avait une mauvaise image. Les Français étaient reçus en Australie et d'ailleurs sont toujours reçus en Australie comme des princes. Et en Russie, j'ai toujours senti que de dire et d'être français, c'est top. En fait, il ne faut pas le cacher. Bien au contraire, les Russes adorent la France, je veux dire partout. Euh, la culture française reste évaluée comme la culture de référence pour les Russes, hormis la leur, j'imagine. C'est la culture, d'ailleurs, c'est la preuve qu'ils sont un peuple intelligent. Voilà, les Français, on le vent en poupe, ne s'en servent pas assez. Et sur le plan économique, hein, le monde des affaires français n'est pas assez présent en Russie. D'ailleurs, c'est une grosse erreur parce que nous avons vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités à prendre parce que la Russie aime la France et que les Russes aiment la France et la culture française, et un peu les Français sans doute. Et le président de la Chambre de commerce, Emmanuel Kidé, a récemment donné une interview il y a 2 ou 3 jours, où il expliquait ça, il disait que les autorités faisaient beaucoup d'efforts pour faciliter le business des Français en Russie. Ce n'est pas le cas pour les autres pays d'Europe. Donc je pense qu'il y a plein d'opportunités, et moi j'ai toujours trouvé des relations assez saines avec les Russes, parce que je suis français. Voilà, alors quelques clichés aussi, mais c'est réciproque. Mais globalement, je pense que le taux d'appréciation des Français est bon. Mhm. C'est mon ressenti. Et quelle est l'attitude des Français envers les Russes? Alors, je pense que l'image du Français véhiculée dans les Russes, elle est bonne. C'est un homme beau, distingué, culturé, qui boit du vin, qui est bien habillé. Alors, on sait que c'est plus vraiment Qui comme mange ça. du fromage? Qui mange du fromage. Voilà, c'est la thématique de la semaine, c'est le fromage. Euh, L'image des Russes en France, véhiculée, bon, l'a priori, c'est une très jolie jeune femme, euh, vénale, et un mafieux. Mhm. Un peu, enfin voilà, pas un oligarque, mais bon, quelque chose de pas clair. Donc, par défaut, l'image est pas très bonne. Si une jolie fille, c'est une bonne image, mais je veux dire, voilà, c'est pas une image qui inspire respect, confiance et Ouais. envie d'eux. Donc, voilà, mais je pense que ça change beaucoup. Je pense que plus il y a de Français, enfin, plus il y a de Français qui vont étudier en Russie, des Russes qui vont étudier ou se balader en France, et plus ça c'est en train de changer. C'est une affaire
Ça, c'est une question de génération, de temps, mais doucement, les choses s'améliorent. Les clichés sont en train de disparaître, je pense, beaucoup. Enfin, je ressens, il y a quand même beaucoup de Russes en France maintenant qui habitent, qui voyagent, qui étudient, donc les clichés disparaissent peu à peu. Et quels étaient tes clichés à toi avant de venir en Russie? Sur les Russes, Oui, sur les Russes, sur la Russie. Parce non, que mais tu en avais, j'imagine. j'en avais un peu, mais moi j'avais déjà rencontré mon épouse russe, donc elle avait fait une préparation culturelle de très haut niveau, ce qui fait que j'avais pas trop de clichés. Si j'imaginais un peuple de soldats, un peu plutôt guerriers, de combattants, plutôt traditionnels pour les hommes, et ça s'est pas trop avéré faux. Et j'imaginais des femmes en manteau, en fourrure et mini-jupe sous la neige, ça s'est avéré totalement juste. Donc, c'est pas vraiment des clichés, c'était plutôt des a priori plutôt justes. Voilà, je pense que c'est les clichés que j'avais, voilà, les a priori. Et maintenant, comment tu pourrais caractériser, décrire ta vie en Russie? Alors, ma vie en Russie, ma vie à Moscou, comment je vais la caractériser? Après 10 ans, avec du recul, plus de pondération et sans doute une meilleure compréhension des plus et des minus. Alors, Moscou est une très grande ville avec énormément d'opportunités personnelles, professionnelles, humaines. C'est une ville qui se développe à la vitesse grand V, c'est une ville épuisante. Je pense comme New York, un peu comme Shanghai, parce que j'ai ressenti quand j'avais un peu passé de temps à Shanghai, c'est bruyant, on est vite fatigué, on a du mal à se lever le matin. Tous les gens qui sont à Moscou, qui travaillent, disent que Surtout avec le temps qu'il fait voilà, là-bas, il n'y a parfois. pas de lumière, c'est lourd. Euh, il y a des infrastructures en amélioration, mais qui parfois laissent beaucoup à désirer. Ça, c'est le gros problème du pays, c'est les infrastructures. Euh, il y a une écologie qui est critiquable sur le plan, sans doute sur le plan de la qualité des sols et des eaux, puisque je pense que les usines au sein de l'Union soviétique ont beaucoup pollué les sols, et donc ça se transmet sur les eaux des sols. Par contre, c'est très intéressant parce qu'en comparant la qualité de l'air, par exemple, à Paris et Moscou, on s'aperçoit sur les applications qu'on peut télécharger, la qualité de l'air est bien meilleure. À Ah, Moscou? ah oui, bien meilleure. À Moscou, c'est une grande surprise pour moi aussi. Elle est bien meilleure à Moscou Je que. pensais que c'était le Oui, contraire. oui, beaucoup de gens pensent ça. Encore un cliché. Avec la chaîne de Diana, on va détruire tous les clichés. On a un projet là, vous allez voir. Donc, le niveau de l'air est bon. Il est bien meilleur à Moscou d'ailleurs que dans beaucoup de villes asiatiques, de grosses villes comme Jakarta ou autres. Parlons pas de la Chine. Donc, finalement, c'est assez ventilé. C'est une cuvette, Moscou, hein. Voilà, mais c'est une ville où il y a beaucoup d'opportunités, pas de chômage, pas d'insécurité. Si on compare à l'Europe, il n'y a pas d'insécurité en Russie, à part vraiment dans les micro-rayons, mais c'est très concentré. Mais je veux dire, voilà, les femmes ne rangent pas leur smartphone dans le métro, elles ne se cachent pas. Il n'y a pas de crainte d'être arrachées ou d'être volées, comme c'est le cas il n'y a pas de quartier difficile, ça n'existe pas. Ça, c'est des maladies ouest européennes. Donc, il y a beaucoup de plus, en fait, quand même, pour la vie de tous les jours. Mon expérience avec 2 enfants dans les structures publiques russes, dans un quartier péricentral qui est à Ganskaya, où je réside, c'est que le jardin d'enfants russe est de très très bon niveau. Alors, on peut mal tomber, hein, parce que rien n'est parfaitement normalisé, donc il y a des plus et des minus, et il y a des bons et des mauvais. Les gaps sont beaucoup plus gros. Mais je veux dire, voilà, l'éducation, le traitement des enfants est bon. Il y a un sentiment globalement national très fort en Russie qui se manifeste avec beaucoup d'amour. Alors, on l'a vu au mondial, le football, ça a transcendé les gens. Je veux dire, la victoire de l'Espagne, les gens dans le centre-ville, fallait le ressentir, quoi. C'est quelque chose d'incroyable. Voilà, et ça se passe sans qu'il y ait 900 blessés, 800 arrestations, 3 morts, Pas de voiture brûlée. 400 voitures brûlées. Voilà, il n'y a pas eu un incident. Si, il y a eu un Anglais qui a sauté sur une voiture et qui s'est fait arrêter par les flics, mais Ah, toi aussi, tu as vu cette vidéo tout le monde sur l'a vu, je YouTube? crois. Le mec, C'est génial. c'est Moi, devenu moi, je l'ai superstar. adoré cette vidéo parce que je crois que c'est bien Ah ben, que les policiers les ont tabassés et l'a mérité. si on casse ma voiture, oui, c'est ce que j'attends de la police, c'est qu'elle arrête le mec, ça c'est sûr. Mais donc voilà, donc vie en Russie plutôt agréable. Je suis assez favorable à ce que je vois actuellement en Russie. Je pense qu'ils sont dans la bonne direction et je pense qu'ils font des bons choix. On peut critiquer, mais globalement, en étant ici, on comprend ce qui se passe en fait. C'est dur quand on n'est pas ici de comprendre ce qui se passe. Il faut le ressentir de l'intérieur pour le bien le comprendre. Voilà. Après, il y a des choses absolument insupportables en Russie. Par exemple,
l'entrée des immeubles, les qualités d'entrée d'immeubles, le comportement des certains résidents dans les immeubles avec la propriété publique, où ils en ont rien à faire, euh, des compréhensions sur l'écologie qui sont basses. Je veux dire, l'immeuble d'à côté de chez moi, à Taganska, il y a des gens qui jettent les poubelles par la fenêtre, quoi. Donc ça existe encore. Il n'y a pas toujours le tri des poubelles. Ah, non, mais alors il n'y a pas du tout le tri des poubelles, hein, on va dire que c'est pas trop. Voilà, donc il y a peut-être aussi un manque encore de sérénité dans la population, même si je pense que ça s'améliore, mais ça va beaucoup mieux. Mais voilà, il y a des grandes fêtes nationales, tout le monde est dans la rue comme le 9 mai, il y a des feux d'artifice, il y a beaucoup de fêtes municipales où les gens descendent dans la rue, il y a beaucoup de choses organisées. Le système public de santé est en totale amélioration. Je veux dire, le SAMU vient et ils sont équipés à un niveau, c'est dans le centre de Moscou, c'est invraisemblable, c'est largement le niveau en Europe et même mieux. Donc il y a beaucoup de choses qui évoluent pour le bien. On est plus serein à habiter en Russie maintenant, on a moins peur d'aller à l'hôpital. Globalement, les choses vont mieux. Les comportements au volant, qui il y a 10 ans étaient graves, sont beaucoup normalisés. Donc il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Et donc c'est pour ça que moi je suis assez favorable sur les 10 prochaines années, parce que je pense que les choses vont aller dans de très bon sens. Voilà. Après, voilà, le cadre de vie traditionnel français, même si on ne parle pas de Paris, il est beaucoup plus pépère, il est beaucoup plus serein, il est beaucoup plus orienté vers le style de vie, vers la culture des terrasses, c'est beaucoup plus calme, on vit beaucoup plus en extérieur en France qu'à Moscou et en Russie, à part dans le sud du pays. Il fait quand même froid, la majorité du pays est dans la neige plusieurs mois par an, et donc il n'y a pas vraiment une vie extérieure facile. On est quand même plus en intérieur. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte quand on déménage en Russie, c'est qu'à part aller dans le sud, il fait quand même froid, il y a quand même beaucoup de neige et manque de soleil. C'est un pays du nord en fait. C'est un grand pays du nord, à part dans le sud du pays, bien sûr. À part chez Astrakhan ou des villes comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez Astrakhan, cher lecteur. La Crimée qui est déjà russe. Et la Crimée, voilà, la Crimée russe qui va avoir un super potentiel touristique. Il y a des abricots qui poussent comme à Chypre. Donc ça, c'est sûr que là, dès que les infrastructures seront remises à niveau et la situation financière normalisée, ça va être une zone touristique très forte. Ouais. Alexandre, et après avoir parlé du climat, est-ce que tu pourrais nous parler du caractère russe? Comment est-ce que tu sens la vie avec des Russes par Alors, rapport à la vie en France? ah oui, ça c'est intéressant, Diana. Je crois que paradoxalement, quand on arrive en tant que Français en Russie, on a une première compréhension dans les grandes villes russes d'une Russie qui soit très européenne. Et on se dit, tiens, finalement, bah, c'est un peu comme chez nous, mais en fait, c'est super comme chez nous, mais c'est un peu différent. Et puis, en fait, plus les années passent, moi c'est mon cas, plus je ressens la Russie comme très différente de l'Europe. C'est très proche de l'Europe, c'est très européen, mais c'est quand même très différent. Et plus je gratte, comme Poutine avait dit, grattez sous le russe et vous avez le tatar, ou la tatar. Mais, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de vrai dans le sens qu'il y a un côté complètement un petit peu, je sais pas, eurasien. Il y a un trait culturel atypique. Les rapports entre les gens me semblent très spontanés. Il me semble quand même que Moscou reste une grande ville et que donc, comme dans toutes les grandes villes du monde, en Asie, en Occident, en Afrique, il y a une bataille pour la survie, pour l'argent, et que donc, à Moscou, comme ailleurs, il faut éprouver ses relations. Je pense qu'il y a, dans toutes les grandes villes, c'est pas, il y a peu de gens auxquels on peut faire confiance. Parce que c'est ce que je ressens après 10 ans de Moscou, 10 ans de Russie, et c'est ce que je vais ressentir, ce que tous les gens connectant des grandes villes m'ont dit. Voilà, je pense que les relations sont beaucoup plus spontanées, beaucoup plus versatiles. C'est-à-dire qu'on prend vite des décisions, l'échange. Le caractère russe me semble beaucoup plus spontané, beaucoup moins axé sur la prévision, la préparation, l'organisation. C'est plutôt, tiens, je viens chez toi tout de suite. C'est pas, tiens, dans 10 jours, on n'a qu'à se voir et on se dit que c'est déjà 18h30, un peu comme les Suisses où c'est très. Voilà, donc les Russes sont beaucoup plus spontanés. Les décisions de vie me semblent beaucoup plus versatiles. Je pense qu'on prend vite des décisions. On se marie vite, on divorce vite. C'est beaucoup plus peut-être changeant. Je crois que les Russes sont plus fatalistes. Ils sont plus fatalistes. Il y a des raisons. Hein. Le climat, la lumière, le fait que les systèmes économiques russes ont toujours été
genre où il y a des soubresauts et la stabilité. Et ça a beaucoup changé parce que la chute Alors de voilà. Tsar, ensuite la chute de l'URSS. Ben oui, on est passé sur des mondes totalement opposés, avec des accélérations culturelles, économiques, militaires rapides, des conquêtes territoriales incroyables, des guerres en permanence. Donc, beaucoup de problèmes en fait. Et puis, jusqu'à récemment, faut quand même bien l'imaginer, et même à Moscou, même si un peu moins à Moscou qu'ailleurs, des difficultés logistiques, financières pour les gens. Euh, je veux dire, jusqu'à peu, il y avait vraiment de la misère en Russie. Aujourd'hui, il reste de la pauvreté, il n'y a plus de misère. Mais, mais voilà, il y a quand même beaucoup de gens dans des situations critiques. Il y a une vingtaine d'années, je Ah oui, pense. oui, 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 complètement, tu as raison. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que on n'a pas parlé d'un sujet important, Diana. Lequel? Pas les femmes, on en parlera après. Le sujet important, c'est l'administration. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lit la littérature russe, je crois que c'est le seul pays au monde où, dans la littérature, il est cas de suicide de citoyens de l'Empire ou de l'Union soviétique pour des raisons administratives, parce que n'arrivant pas à s'en sortir sur le point de vue papier, organisation C'est une remarque très des intéressante. свидетельства, des spravka et autres documents. Donc il y a quand même une lourdeur là qui est énorme, qui est ce problème de propiska, qui rend quand même les choses très compliquées pour les gens qui arrivent à Moscou, qui arrivent de l'étranger. C'est l'accès à la propriété, l'enregistrement permanent, hein, c'est quelque chose qui arrive du tsar, ça date de l'époque tsariste. Donc là, quand vous êtes étranger propisqué, puis russe propisqué, vous êtes un hyper russe. Hein, il y a le russe sans propiska permanente et il y a le russe avec propiska. Mais l'étranger peut être avec une propiska permanente dans la ville alors que le russe ne l'a pas. Attention, là on est dans les. Donc il y a des situations administratives variables, complexes. Je pense que l'administration et le cadre légal est quand même très opaque et très compliqué à cerner. Pas trop pour le business, mais dans le droit en général. Les statuts de résidents fiscaux, résidents territoriaux ont été éclaircis récemment, mais jusqu'à peu, c'était compliqué. Il y a 10 ans, c'était quand même pas aussi clair que maintenant. Donc, il y a des grosses lourdeurs administratives et je pense que ça a aussi beaucoup joué sur la fatalité. Sur la fatalité du caractère des gens, surtout disposant de peu de moyens en Russie. Parce que je crois que c'est quand même un pays où l'argent a un rôle très important. Euh, Sans argent en Russie, on est vraiment écrasé par le système et soumis à un tas de problèmes. Et il y a un niveau financier à partir duquel on commence à passer au-dessus de ces problèmes, à les éviter. Et ce gap est beaucoup plus important qu'en Europe, Mais je déjà, pense. les allocations au chômage, par exemple, en Russie, c'est 800 roubles par mois, je crois. Alors ça fait 12 euros, donc vaut mieux pas être chômeur. Ça tombe bien, il n'y a pas de chômage. Oui, voilà, ça c'est par exemple, ça c'est un exemple très clair. Il faut se débrouiller. Pas de place au farniente et au laisser-aller. Il faut trouver une façon de se nourrir. Il y a vraiment une logique, un besoin de survie, puisque paradoxalement, si on compare les coûts, par exemple pour Moscou, si on compare les coûts de vie de certaines choses comme l'immobilier, par exemple, le coût du mètre carré par rapport au salaire moyen, c'est plus élevé qu'en Europe. Les restaurants sont moins chers, etc. Mais voilà, il y a des choses chères. L'accès au logement et à l'immobilier est un vrai problème. Il faut de l'argent pour être propriétaire en Russie. Et pour être bien logé, il faut encore plus d'argent, parce qu'on peut être propriétaire et quand même mal logé. Donc il y a beaucoup de gens qui sont face à ce problème en fait vraiment de logement. Le logement est un problème clé. On construit de plus en plus partout et c'est des immeubles grands et donc les métrages des appartements sont petits. C'est un problème pour les familles, puisque si vous voulez avoir deux trois enfants, ben, il faut de la place. Sinon, ils sont vite pas bien et les parents sont vite pas bien aussi. C'est déjà 11 millions d'habitants à Moscou, je crois. 12 maintenant, je crois, ouais, 12. 12, 13, ouais, donc voilà, c'est presque 10% du pays, la population du pays. Voilà, donc il y a quand même vraiment. C'est un pays où il faut quand même avoir de l'argent pour vivre, sinon on peut vivre mal avec peu d'argent ici. Si c'est pour être pauvre, c'est pas le pays où il faut habiter. Il vaut mieux l'habiter en Croatie ou dans le sud de l'Italie, au soleil, quoi. C'est juste, avant, tu as parlé un peu de l'image de la femme russe en France, qui c'était une femme vénale. Oui, Et là, tu vas parler de l'importance de l'argent. oui. Est-ce que ça peut être lié? Oui, et je pense que ça l'est pour des raisons historiques, à deux niveaux. C'est mon interprétation. Moi, Euh, je pense pas que les Russes sont vénales. non, 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 Moi, je le pense pas. c'est pas une question d'être vénal comme on l'interprète en Europe, mais c'est une question du fait que déjà la vénalité vient au problème de relation avec l'argent.
C'est-à-dire qu'en fait, je crois que ce qu'on qualifie de vénalité, c'est un problème de relation à l'argent. C'est un stress de l'argent, justement, uniquement. Je pense que c'est lié au fait que la génération des mamans russes qui ont des enfants de ton âge ont vécu une période économique de crise dans lequel il y a eu des problèmes d'argent graves. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, comme tu disais. Elles se sont vite retrouvées maman sans mari, sans papa. C'est le cas de plein de gens que je connais. Et donc, je pense qu'elles ont transmis involontairement ou indirectement ou directement et volontairement à leurs filles ce stress de il faut de l'argent parce que moi j'ai vécu sans argent en Russie, je sais ce que c'est. Et je pense que ça s'est indirectement répercuté sur des comportements excessifs, surtout vus de l'extérieur. Parce que voilà, on a longtemps, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes russes qui ont pensé que de toute façon il fallait aller en Europe se marier avec un Européen parce qu'en Europe on était beau et riche et intelligent. C'est en train de passer. Mais je pense que ça, c'est par exemple, c'est de là que vient cette image de vénalité de femmes russes qui sautaient sur les étrangers à une époque ici. Ça, c'est quand même beaucoup moins le cas. Moi, je l'ai pas vu. Ben non, J'étais il y a, encore adolescente. bon, tu es toute jeune, mais il y a 10 ans, c'était encore un peu le cas à Moscou. C'était déjà en train de changer. En province, c'est peut-être encore un peu le cas, mais c'est en train de changer partout. Parce que je pense que ben aussi plus de Russes voient des étrangers, les connaissent, voient à quoi ils ressemblent. Donc il y a plus de fantasmes comme il y en avait avant, peut-être, parce que ça s'aperçoit que c'est des gens comme les autres. Et ils sont pas forcément plus riches que les Russes, parce que maintenant à Moscou, les gens qui sont riches, c'est les Russes, c'est pas les étrangers. Ça a beaucoup changé. Il y a 20 ans, c'était les étrangers qui étaient russes. Ou les gens un peu louches du pays. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de Russes qui ont monté des affaires et qui ont gagné beaucoup d'argent. Et c'est eux qui ont l'argent. Je veux dire, une femme qui cherche un mari riche, il faut chercher un mari russe. À Moscou, il y a beaucoup d'hommes russes très riches. Les étrangers sont plutôt sur des statuts d'employés maintenant, et ils sont moins riches. Donc, je pense que ça vient de là. Et je pense aussi qu'il y a un autre problème de relation avec l'argent. C'est la relation, on parle un peu d'histoire, c'est que historiquement, la relation avec les autorités est basée sur l'argent. Quand le tsar a envoyé des fonctionnaires dans certaines zones un peu éloignées de Moscou, il y avait un système qu'on appelle le karmlenie, qui consistait à dire à l'agent que le SAR envoyé, débrouille-toi sur place pour ta survie. Alors il allait réglementer une zone avec des populations et il disait à la population, bon ben je suis un peu dépendant de vous pour survivre, donc il faut me nourrir. Donc ça a initialement incité la personne locale la plus riche à aller voir le nouveau régent de la zone et de s'attribuer ses faveurs contre quelque chose. Et donc le système de corruption, historiquement, il vient de là, il vient d'un problème logistique. Parce que Moscou ne pouvait pas envoyer de l'argent ou des biens pour payer cette personne, pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'utilisait pas d'argent dans le pays, on payait, la rémunération des gens de l'État était plutôt sur des biens, donc c'était plutôt des richesses pures, et l'argent, c'était pour le commerce extérieur. Et puis, bon, le fait que la personne soit éloignée de Moscou, partir en caravane, enfin en diligence, pardon, traverser l'Oural sans garde du corps, ben, il y avait des bandits de grand chemin, on pouvait se faire piquer les biens, etc. Donc voilà, donc cette culture de relation à l'argent par rapport aux autorités publiques, elle vient de ce fond-là en fait. Et c'est pour ça que quand on parle de la corruption en Russie, il faut comprendre ça. C'est que ça vient de très profond et que ça a été culturellement créé de là en fait. Et ça s'est aggravé après avec la chute de l'URSS et la fin les années 90 où il n'y avait pas d'argent. Et donc évidemment, quand il y a un manque d'argent, ça entraîne de la prostitution et de la corruption, c'est partout dans le monde. Hein. Mais voilà, donc c'est de là que sont venues les images de la vénéité des femmes russes, en fait, je pense, en Europe, beaucoup. Et puis bon, il faut aussi comprendre que, voilà, je pense que quand en Europe, on a vu des magazines remplis de jeunes femmes blondes, euh, euh, jouant au tennis, mannequin, c'était devenu le modèle à avoir, enfin, c'était devenu la référence, voilà, donc voilà, quand tout le monde envoyait après en touriste dans les rues, tout le monde voulait avoir son épouse russe magnifique, blonde aux yeux bleus. Je crois que ça passe maintenant. Ah, mais c'est C'est plus fini. tellement à la Oui, oui, mode. c'était années 90, 95, c'est assez. Mais voilà, c'est des mythes très forts qui sont sortis, puis ils sont morts. Mais je pense que ça vient de là, en fait. Donc je pense pas que les femmes russes soient plus vénales que les autres, pour finir, mais il y a une relation à l'argent qui est quand même très différente. Et je pense qu'elle est due aussi au fait que ben, on se marie vite, on divorce vite, donc quand on divorce, c'est un problème d'argent. Il y a ici des problèmes plus compliqués encore une fois pour l'immobilier, pour la sécession, le partage, l'héritage, c'est plus complexe qu'en Europe.
et c'est plus vital. Et donc, ça entraîne plus de passion, de tension et de crispation dans les relations entre les gens et entre les couples, sans doute, à ces moments-là, en fait. Ça vient de là. Je pense que ça vient de là. Ok. J'espère que j'ai pas dit de bêtises. Mais non, je Bon, ça partage va. tout à fait ton avis. Ok, Et super. j'aimerais, Ouf. quand tu vis déjà ici depuis 10 ans, 10 ans, on dit 10 hivers déjà quand on habite en 10 Russie. Ça hivers, fait 10 hivers que j'habite là. Voilà. et 10 étés aussi, est-ce Oui, ils sont petits que, les étés. est-ce que ta vie en Russie a un peu changé ton caractère, ta vision du monde? Si oui, comment? Alors ça c'est marrant, ça c'est une bonne question. Je le ressens pas spécialement, mais les gens que je connais qui sont pas en Russie me le disent, que j'ai beaucoup changé. Tes amis français? Oui, 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 mes parents qui me disent des fois mais t'es plus français. Je sais pas ce que ça veut dire. Ben déjà, je pense qu'en 10 ans en Russie, je me suis épaissi physiquement, parce que moi j'ai toujours été quelqu'un d'assez très fin. Donc ça, je pense que c'est l'hiver. Les côtelettes et l'hiver, il n'y a pas de secret. Euh, Guignac cuisine très bien ça, aussi. voilà, ça c'est clair, ça c'est sûr. Et puis pour ce qui est du caractère, je pense que j'ai appris à être plus patient, parce que ça on n'en a pas parlé, mais si vous n'habitez en Russie, il faut être très patient. Il faut être patient et être tolérant envers l'administration et la paperasserie. C'était pas mes deux traits de caractère principaux quand je suis arrivé. Donc voilà, je pense que je suis beaucoup plus patient, résilient, parfois sans doute plus découragé qu'avant. Donc peut-être plus fataliste même. Euh, Moins inquiet aussi des aboutissements de situation, c'est-à-dire qu'en Europe tout est clair, on sait ce qui va se passer. Ici on peut se dire aïe aïe, il y a un problème, c'est irrésolvable et j'ai pas de solution. On trouve une solution. Elle apparaît pas, on sait pas d'où elle va apparaître, mais elle apparaît. Voilà, donc c'est pour le coup beaucoup moins ennuyeux, beaucoup plus passionnant, beaucoup plus fatigant. On travaille beaucoup en Russie. Voilà, c'est un pays où les Russes, je crois, c'est un des peuples qui passe le plus de temps au monde au Il travail. faut gagner de l'argent pour vivre. Voilà, il faut gagner de l'argent et puis la productivité est faible, et donc très faible, à cause de la culture, de la dépendance énergétique et de la culture de l'énergie, qui fait que la productivité des entreprises est très basse, parce qu'il n'y a pas un tissu de PME où il faut être hyper productif pour survivre, etc. Donc ça va arriver, c'est en cours. Mais donc voilà, on passe beaucoup de temps au bureau, ce qui fait que on passe quand même beaucoup de temps au bureau. À Moscou, on passe beaucoup de temps dans les transports en commun. Donc ça, plus ça laisse peu de temps en fait pour la vie privée. Enfin, pour la vie. Pour les plages, pas pour la vie privée, mais pour des plages de détente personnelle, c'est quand même une vie assez orientée travail, je pense, pour les gens qui travaillent. Voilà. Donc, mais peut-être que mon caractère a changé effectivement. Sur ce plan-là, je pense que oui, je suis paradoxalement sans doute devenu plus tolérant grâce à la Russie, et en même temps moins tolérant. C'est-à-dire, je suis plus ouvert, mais moins patient. Et tu es plus ouvert sur quel genre de Ben choses? non, mais en Europe, on a d'énormes questions en permanence sur les identités, l'immigration. C'est des thématiques, on parle de ça tout le temps, ça n'arrête pas, c'est infernal, pour plein de raisons et parce qu'il y a des problèmes. Mais voilà, enfin, ici, ces problèmes sont beaucoup moins importants, vraisemblablement. On est quand même sur une population beaucoup plus polyculturelle, j'aime pas dire multiculturelle, mais polyculturelle de souche. Il y a un islam de souche, il y a une religion chrétienne de souche, une orthodoxie très ancienne. L'islam est arrivé dans le Caucase très très tôt, les Bulgares de la Volga après. Enfin, donc il y a vraiment quelque chose de très intéressant au sens identitaire ici, de très, euh, de très russe, mais dans ce très russe, des directions, trajectoires culturelles très variées, mais avec une affirmation identitaire très forte, et donc ce qui manque sans doute à beaucoup de pays européens. Donc à la fois, ben, il y a une forme de tolérance très importante ici, paradoxalement, moi je trouve, et à la fois, c'est pas parce qu'on est tolérant qu'on doit être patient, forcément. Donc ça aussi, je pense, ça a beaucoup changé. Ça m'a beaucoup changé. J'aimerais préciser qu'Alexandre en parle en connaissance de cause parce qu'Alexandre elle est aussi auteur de plusieurs livres sur la Russie. Voilà, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle Un printemps russe aux éditions Les Sirtes, publié en 2016 et qu'on peut trouver dans les bonnes librairies en Europe, enfin en France, en Belgique et en Suisse, pardon. Je vais mettre le lien dans la description pour Impeccable. que tu puisses le lire. Alexandre, Diana. quand tu travailles en tant que recruteur et que tu côtoies beaucoup les Russes, comment est-ce que tu pourrais résumer la mentalité russe?
Je peux faire une vidéo d'une centaine d'heures, je vais tenter d'y arriver. Et ben, c'est une bonne question, Diana. Je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas une mentalité russe, il n'y a pas une Russie en fait. Mon travail de recruteur est extraordinaire pour ça puisque c'est orienté sur l'humain. Et donc, mes journées se passent par rencontrer des clients, mais surtout des candidats, donc écouter des histoires russes, des histoires de Russes, des histoires de Russie, avec des gens qui ont des parcours totalement invraisemblables et variés, avec des origines sociales, professionnelles, culturelles complètement multiples et différentes les unes des autres, et variées, très variées. Je pense qu'il n'y a pas une Russie, il y a des Russies. C'est mon impression. Et je crois que les mentalités changent. Il faut bien comprendre que on est quand même dans un pays fascinant où Moscou, c'est le 21e siècle. Je veux dire, il y a le Wi-Fi partout. Il y a des plugs USB dans le métro, dans les bus, dans les tramways, sur les arrêts de bus. Je veux dire, la 4G fonctionne partout et ça fait, je sais pas, ça fait 6 ans, 5 ans déjà. Bon. Donc, on est dans le 21e siècle. Je pense que le fond de la Tchétchénie, du Daghestan, où je ne suis pas encore allé, mais c'est dans les plans, on est plutôt au 19e siècle encore. Donc, c'est un pays où se côtoient le futur, le passé, des mondes agraires, des mondes urbains, des populations ultra-occidentalisées, des populations ultra-asiatiques et traditionnelles, des nomades, des sédentaires. On est sur des mentalités, des Russies, je pense. Et c'est ça qui est aussi fascinant, c'est les gaps de, de culture dans le sens d'empreinte culturelle, de compréhension, de vision du monde des gens avec qui je discute, ils sont gigantesques. En France, le segment, le segment 85% de la population, il est unique, il est homogène. Ici, il n'y en a pas. En fait, je pense qu'il n'y a pas de russe moyen. Il y a une classe moyenne sur le plan économique qui apparaît, qui est là, mais il n'y a pas de russe moyen. C'est très compliqué de définir le russe moyen, je pense. Je suis d'accord avec toi. Le russe moyen de Moscou, le russe moyen de, je sais pas, Astrakhan, le russe moyen de Magadan. Magadan, Buryati, le russe moyen de Grozny, ils sont quand même très différents. Donc très compliqué. Il y a des Russies peut-être plutôt qu'une Russie. Alexandre, vu ton riche expérience en Russie, est-ce que tu pourrais donner quelques conseils aux gens qui veulent déménager en Russie ou qui veulent visiter la Russie? Avec plaisir, Diana. Alors, pour visiter la Russie, ce qu'il faut, c'est d'abord avoir un passeport et un visa, parce qu'on n'est pas dans la zone Schengen. Alors, moi, je conseille de visiter la Russie l'été, la première fois. Premièrement, parce que l'été, on est quand même mieux dehors qu'en hiver. Et parce que l'été, donc, on voit plus les choses. Voilà, l'hiver, les gens sont en capuche, on voit moins les visages, moins les yeux, moins les âmes. Et donc, puis bon, l'été, je parle aux hommes, les femmes, vous écoutez pas. L'été, la jante féminine russe fait quand même forte impression. Il faut dire ce qui est. Donc, il y a beaucoup de beauté, d'érotisme. C'est pour les hommes et les femmes, mais il y a vraiment de une beauté animale qu'il n'y a pas dans les autres pays, à mon avis, du monde. C'est unique. Euh, Faire Moscou, c'est sûr. Euh, Faire Moscou, c'est faire le centre de Moscou, et puis prendre le métro, partir dans une ligne de banlieue tout au fond de la ligne de métro, descendre du train, sortir du métro, marcher 2 heures dans les tours, dans les quartiers de banlieue, et voir comment c'est pour comparer à l'Europe. S'apercevoir que c'est des quartiers avec il y a plein de restos, il y a plein de magasins, les spalni rayons, les quartiers dortoirs russes sont super bien équipés. Il y a tout pour la vie de quartier, des infrastructures d'aires de jeu pour les enfants qui sont extraordinaires. À Moscou, c'est super équipé comparé à la France. Voilà, donc c'est ça. Après, faire une ville atypique, faire une ville moins culturelle, moins connue. Moi, je suis un fan de l'Est, donc je veux dire d'aller voir. Alors, Kazan, c'est à voir, magnifique. La plage de Kazan l'été, extraordinaire avec la musique des années 80, cette ambiance un peu rétro 80s, la chaleur, le soleil qui se couche, la mosquée, l'église. Il y a vraiment des choses, des chocs culturels. On ne sait pas trop si on est un peu à Sarajevo, un peu. Voilà, c'est très intéressant. Et sans doute, moi, je conseille toujours d'aller voir l'extrême-orient russe, d'aller à Vladivostok, alors un peu plus loin, mais d'aller ressentir ce que c'est en fait de voler 8 heures dans un pays, de se poser et de se dire que ben, à Vladivostok, on touche l'eau, c'est le Pacifique. C'est quand même incroyable. Qu'au large, c'est l'Asie, le Japon, la Corée.
et de se dire que c'est le même pays, c'est les mêmes gens, c'est la même langue, c'est pareil. Manger des énormes huîtres comme ça, les huîtres de Crimée et de Vladivostok et d'Extrême-Orient sont énormes. Voilà, c'est vraiment des choses à faire. Et puis d'essayer voilà, de sortir peut-être des routes touristiques, de contacter des Russes ou des Français de Russie qui habitent là et qui peuvent vous conseiller, vous accompagner, vous montrer des choses un petit peu atypiques. Pas seulement l'infrastructure et les routes et les grandes avenues et les beaux monuments du centre, mais des petits coins, des petites zones, des parcs. Visiter un parc un samedi avec toutes les familles, vraiment une ambiance humaine, familiale, enfant. On comprend qu'il y a beaucoup d'enfants en Russie ces dernières années quand on va dans les parcs, il y en a partout. Donc il y a vraiment un côté jeunisme sain, agréable, sûr, pas d'insécurité, pas de nuisance. C'est vraiment à voir. Et puis sans doute de visiter des zones un peu plus touristiques, peut-être le Grand Nord, la Carélie, parce que les forêts immenses, les églises en bois de toutes les couleurs, voilà. Et sans doute de faire une deuxième visite l'hiver pour comprendre la densité de l'hiver russe, sans doute pas à Moscou, parce que l'hiver russe à Moscou est pas top, c'est pas blanc, enfin, c'est plutôt boueux et sale. Mais voilà, d'aller dans le Grand Nord russe, d'aller en Sibérie, de voir l'immensité de l'hiver, la nature. Même dans la région de Moscou. Ou dans la région de Moscou, ah oui, c'est très différent, c'est blanc, c'est vraiment l'hiver, il y a les forêts, les maisons, on est vraiment dans pas un conte de fées, mais je veux dire, vraiment, il y a vraiment un côté hiver, Grand Nord. Comme on se l'imagine. Ouais. Parce qu'à Moscou, vraiment, il y a beaucoup de boue, c'est ça. C'est ça, on peut le dire quand même. Il y a beaucoup on dit la vérité ici. Oui, on dit que la vérité, nous. On est comme ça. Et puis, voilà, et puis il y a une tradition un petit peu de la mairie à utiliser des produits chimiques pour traiter la neige et les routes pour éviter, parce que quand il neige, avec le nombre de voitures qu'il y a à Moscou, il y a des embouteillages gigantesques. Donc ce produit chimique noircit la neige, abîme les chaussures et rend l'ensemble pas très sympa. Mais voilà, après c'est beau de marcher sur la place rouge, et j'imagine Zardeaz, l'hiver, ça doit être sympa aussi. Le nouveau parc qu'ils ont fait près du Kremlin, qui est extraordinaire. Il y a un amphithéâtre avec vue sur le Kremlin et la rivière. Ils ont fait vraiment niveau infrastructure, il y a de la musique gratuite, des concerts. C'est extraordinaire. Donc voilà, les conseils, c'est de se renseigner un peu sur le Russie, d'apprendre 50 mots de russe. Alors pour ça, la meilleure façon de le faire, c'est de consulter la chaîne de la jeune femme qui se tient à ma droite, Diana. Et voilà, et puis de contacter les gens pour se renseigner sur les choses à faire, les choses à voir, et peut-être le tourisme un peu plus underground et moins guide du routard en fait. Voilà mes conseils, je pense. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça va être utile pour plusieurs spectateurs. Si tu as encore quelques questions, tu peux les poser dans les commentaires. Et moi ou Alexandre, nous allons te répondre. On va faire une autre vidéo pour répondre aux questions. C'est vrai, Nora. Exactement. Merci Diana. Merci Alexandre d'avoir accepté d'avoir contacté avec moi dans cette vidéo. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. C'est énorme.